Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais maintenant demander aux intervenants du début de matinée de nous rejoindre pour qu'on puisse donc poser des questions, bien sûr, et puis évoquer ce qui a été dit ce matin, qui est tout à fait novateur et formidable. Moi, j'ai découvert l'implication personnelle de certains membres de la famille d'Orléans dans le décor de la chapelle, et je pense qu'on va y revenir au cours des discussions. Donc, est-ce qu'Antoinette et Jean-François Luneau peuvent nous rejoindre ? Le micro marche. Une chaise en plus. Il y a assez de sièges. Nicole, il y a assez de sièges en fait. Alors, grâce aux inventaires qui ont été menés récemment, on découvre pas mal de choses sur ce mobilier donc de la chapelle de Dreux, mais aussi on fait le point sur les décors sculptés et sur les vitraux, bien sûr, hein, avec l'implication personnelle du roi Louis-Philippe lui-même, mais aussi de la reine Marie-Amélie, bien sûr. C'est particulièrement flagrant pour les objets liés au mobilier à l'orfèvrerie, ce qui tient aussi à la personnalité de la reine. Mais tout ceci est assez novateur. Je note aussi que finalement, pour la partie sculptée, du temps de la monarchie de Juillet, finalement, on fait appel à l'entourage proche de la famille d'Orléans. La reine a tendance à écarter Pradier, pourtant grand sculpteur, au profit de sculpteurs moins connus, mais plus proches des idées personnelles de la reine Marie-Amélie, alors que finalement, sous la Troisième République, avec le retour des Orléans, finalement, on fait appel à des personnalités beaucoup plus éminentes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur lesquelles on puisse rebondir et évoquer donc ce qui a été dit, qui est vraiment très, très riche ? Oui, vous m'entendez ? J'ai une question pour Anne Dion. Vous avez parlé à un moment d'un remploi de vaisselle liturgique de la Restauration, donc, qui est remis en état et en vermeil sous la monarchie de Juillet. Est-ce qu'on a sinon des traces de la vaisselle liturgique de la Restauration, à part cet exemple ? Oui, il y a alors de la Restauration. Là, en l'occurrence, ce qui est troublant, c'est que cette aiguerre, elle porte le poinçon de Genu, qui est mort en 1810. Donc, on est vraiment avec des pièces tout début 19e, donc elles n'ont pas été commandées pour Dreux par la duchesse douairière d'Orléans. Je ne sais pas quelle est leur provenance et comment elles sont arrivées à Dreux. Mais sinon, dans les pièces, j'ai montré par exemple les chandeliers de catafalque. Les pièces qui ont ce chiffre DO et la couronne princière étaient déjà à Dreux, en tout cas en 1843. Alors après, il est très difficile de savoir si elles ont été commandées au début de la monarchie de Juillet, probablement, puisque avant la chapelle n'est pas ou à la fin de la Restauration, mais on ne sait pas exactement en fait ça. Il faudrait retrouver les commandes et ça, je ne les ai pas trouvées. Mais il faut peut-être encore travailler, c'est peut-être possible. Donc on reprend des pièces anciennes, toujours dans le même but d'économie qui transparaît de ton intervention notamment. Alors qu'on le voit pour le vitrail, finalement, le roi Louis-Philippe est beaucoup plus dépensier. L'atelier de Sèvres était cher de toute manière. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'orléanisation, pour reprendre le mot de Bruno et Jacques Foucard, des visages des princes de la maison d'Orléans qu'on peut voir dans les vitraux, notamment de Dreux, mais aussi de Saint-Ferdinand, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, qui n'était pas fait auparavant, et le rôle de Louis-Philippe, qui s'intéresse manifestement à l'art du vitrail, qui va finalement créer le renouveau de l'art du vitrail, grâce à Ingres notamment, qui va faire un gros travail en se rapprochant volontiers, peut-être à notre grande surprise d'ailleurs, des peintres verriers ou des peintres figuristes de Sèvres, qui habituellement étaient un peu au second plan. Et là, Ingres va faire un travail notamment de conception des vitraux avec eux, en tenant compte des contraintes techniques qui sont ceux de la manufacture. Il va être à l'écoute de Brognard et de Louis-Rémy Robert, le directeur de la manufacture et de l'atelier de peinture en particulier. Autre question ? Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez, je marche le micro Moi, c'est on a une question puis une remarque. Je me demande si ce ne serait pas utile, en écoutant toutes les communications depuis hier, que l'on fasse une chronologie des commandes et des chantiers qui se passent dans cette chapelle.
J'y reviendrai tout à l'heure autour de l'an, il y aura quelques incidences sur l'entretien de l'instrument. Mais dans ces années 1844-45, il se passe beaucoup de choses. Je vois les commandes des vitraux. Mais on comprenne aussi cette chapelle est un chantier presque permanent. Et nos différentes communications, finalement, font état de travaux individualisés par les thématiques de nos recherches. Mais je trouve que ça serait peut-être intéressant de croiser nos chronologies respectives, parce que ça donnerait une vision aussi de cet endroit, de ce chantier, de l'attention qu'on y porte, assez particulière. Ça sera peut-être plus tard, c'est une réflexion que je faisais en écoutant vos interventions de ce matin, en repensant à celle que je vais faire sur l'ordre, de cette... on construit un instrument au milieu d'un chantier où on place des vitraux, où on fait une verrière, enfin voilà, ça c'est une remarque. Vous avez parfaitement raison, et ça prouve d'autant plus qu'il est absolument nécessaire d'avoir une magnifique publication traitant de ce qu'est, sous la monarchie de Juillet, donc la création et le développement de cette chapelle funéraire de Dreux, qui est un projet dynastique en fait. Louis-Philippe organise une monarchie nouvelle qu'il s'imagine devoir durer des décennies. Bien sûr, ça sera pas le cas avec la mort de son fils et la chute de la monarchie de Juillet en 48, mais on est parti pour créer quelque chose qui doit durer des siècles et des siècles. Et donc, c'est ce projet qu'il est tout à fait intéressant de développer et de montrer thématique par thématique et domaine par domaine. Autre question ? Oui, bonjour, Régis Martin, architecte des monuments historiques. J'avais une question à propos du lustre, puisque hier il a été évoqué, et vous n'en parlez pas, vous parlez des torchères, enfin des grands candélabres, et on voit sur la gravure ou la lithographie qui représente les funérailles, qu'il y avait en fait 4 lustres autour du grand catafalque. Et je pense qu'il ne pouvait pas y avoir un lustre central puisque la verrière n'aurait pas supporté le poids d'avoir un lustre vraiment au centre de la coupole. Et comme le lustre qui est actuellement au-dessus de l'autel a été évoqué comme pouvant faire partie de l'aménagement du salon du pavillon royal, je m'interroge, je veux savoir si vous avez des informations par rapport à l'inventaire sur ces 4 lustres qui apparaissent sur cette gravure. Merci. Alors j'ai été intriguée effectivement hier par cette notation sur le lustre et j'ai regardé l'inventaire hier soir de 1847 et il n'y a pas de lustre mentionné dans l'inventaire de 1847, pas de lustre. Voilà. Donc et par ailleurs, ce qu'on peut voir sur les gravures de l'époque, il faut toujours avoir en tête que beaucoup de mobilier, de luminaires étaient apportés de Paris pour les cérémonies. C'était des chariots entiers. Donc, ce qu'on voit lors des cérémonies n'était pas forcément en permanence à Dreux. Oui, je voudrais revenir sur les vitraux, parce que les vitraux sont vraiment quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui s'est fait. Moi, j'ai une petite référence à Chartres. Et en fait, on va créer quelque chose de tout à fait spécial. En particulier, ces glaces peintes comme des vitraux. On ne le retrouvera jamais ailleurs. Ça a été une innovation qui n'a pas eu de suite en raison de son coût. Chaque glace, dans les documents de sortie, enfin d'entrée en magasin de vente, sont bien notés. Elle coûte 8000 francs pièce. Et dans les 8000 francs, il n'y a que le travail d'achat de la glace et de peinture et de cuisson. Le dessinateur est payé à part. Donc c'est évidemment... c'est pas du tout compétitif. À l'ère de l'industrie, quand on veut faire du vitrail et pouvoir en mettre un peu partout dans les églises, on ne voit pas qui aurait les moyens de se payer des glaces peintes de cette manière. Donc, il n'y a pas eu de suite, effectivement. Il est conservé à la sacristie de la chapelle royale un magnifique devant d'autel brodé en soie. Est-ce qu'il date de l'époque de Louis-Philippe ou a-t-il été confectionné ultérieurement, si vous avez l'information ?
Alors moi, je ne me suis pas penchée sur tout ce qui était textile, paramantique. Il faudrait regarder plus attentivement. Tout est livré normalement par Guibou, donc dont c'était pour le coup la spécialité. Et il y a également un achat qui est mentionné d'une pièce ancienne, réputée provenir du château d'Annette, qui est acheté aussi dans ces années-là. Donc il faudrait que je regarde et qu'on puisse travailler sur le sujet sur lequel je n'ai pas travaillé dans le cadre de cette communication. S'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons faire une... Ah, pardon. Merci. Alors si ces glaces peintes qui m'ont vraiment ébloui hier étaient si chères, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui a conduit finalement Louis-Philippe ou ses conseillers à choisir ce procédé? Est-ce que c'est la première fois qu'on l'a mis en place? C'est la dernière ou... Et on ne sait pas. Dans les archives de Sèvres, il y a d'abord la note de Brognard, hein, le 13 juillet. Donc, c'est les ordres de Louis-Philippe qui lui sont communiqués oralement, c'est-à-dire le jour de la cérémonie, hein, en gros. Et ensuite arrive la commande officielle. Donc là, je pense que c'est la fois où Brognard est convoqué à Dreux et on lui communique à Neuilly, et on lui communique les ordres beaucoup plus formels, beaucoup plus pensés, élaborés de Louis-Philippe. Alors pourquoi avoir pensé à une glace complète? Peut-être parce que c'est pas des fenêtres qui donnent directement sur l'extérieur. Hein. Il y a une protection. Enfin, il y a un espace très très large derrière. Donc peut-être qu'on s'est dit que si on mettait des choses avec des réseaux de plomb, ça allait encore obscurcir. Je sais pas. Donc l'idée d'une fenêtre complète, mais suffisamment épaisse, donc c'est pour ça qu'on demande de la glace sans doute, parce que si, un verre très fin aurait peut-être pas supporté une telle une peinture avec une cuisson importante, etc. Donc on demande une glace, c'est-à-dire un verre beaucoup plus pur, chimiquement, physiquement, plus épais, puisqu'on est à 8 mm environ. Mais les raisons précises, il faudrait, je sais pas, avoir le journal de Louis-Philippe au jour le jour, ou qu'est-ce qui lui a fait penser à ça, je ne sais pas. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une pause assez brève, voire reprendre un petit peu après 11 heures.